Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Histoire de passer le temps. Nous sommes une belle petite gang en studio. J'ai avec moi aujourd'hui Sabrina Gaudreau-Drouin qui nous revient pour une deuxième chronique sur l'histoire du plastique. Oui, salut. Allô. Et puis pour sa première chronique, Charles Bénard nous présente Augusto César Sandino, le chef de la guérilla nicaraguayenne de 1927 à 1934. Bonjour. Bonjour. Enfin, Amélie Roy-Bergeron nous dévoile l'histoire de l'Institut des sourdes muettes des Sœurs de la Providence sur le plateau Mont-Royal. Oui, bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. Et enfin, de l'autre côté de la vitrine, nous avons Oriane Daven à la régie. Tu as une petite anecdote pour nous aujourd'hui? Ben oui, comme tous les jours. Quelle surprise! Mais oui, alors je vais vous donner le titre de journal pour mon anecdote, parce que le titre vend la mèche, mais vraiment cool. Sensationnelle évasion de 2 détenus à la prison de Sorel. Ils reviennent d'eux-mêmes à la prison. Donc ça se passe le 6 octobre 1933, donc ça c'est La Patrie qui titre son article comme ça. Alors que s'est-il passé? Qui sont-ils? Toute une histoire. Où est-ce qu'ils sont allés se promener, en fait? Bah, pas très loin pour être... Ça aurait pu juste être 2 détenus sont allés prendre une marche. Ouais, c'est pas loin de ça, en fait. On va se le dire. Donc, les 2 détenus, qui c'est? Alors, c'est Adélard Barabé, 21 ans, qui, lui, est condamné, en fait, à subir un procès aux assises le 14 du même mois, pour port d'armes illégal et recel. Et le deuxième, c'est Paul Baillargeon, 20 ans, condamné à 6 mois de prison pour vol d'un moteur électrique à un cultivateur de la ville de Contrecoeur. Oh. On en sait des choses. Et donc, en fait, tous les 2, ils arrivent à la prison de Sorel le 4 octobre 1933. Et donc, ils sont amenés là par des policiers montréalais. Et en fait, ils sont confiés au geôlier qui s'appelle donc Oscar Duhamel, qui est le gardien de la prison de Sorel. Il est assez important, Oscar Duhamel, parce qu'en fait, c'est le seul gardien de la prison de Sorel. Il y en a qu'un seul. Et en fait, dès leur arrivée, ils sont enfermés dans une cellule du 3e étage de la prison. Et ils sont, en fait, les 2 seuls prisonniers de la prison de Sorel. Donc, il y a un seul gardien et 2 prisonniers. Wow. Donc, déjà, on se dit, OK. Et donc, le gardien, en fait, quand on vient le soir, il ferme derrière lui, puis il rentre chez lui. Donc, en fait, il reste les 2 tout seuls, là, toute la nuit. C'est exactement ça qui se passe. Et donc, c'est ça. En fait, leur évasion va se dérouler dans le matin, en fait, du jeudi 5, donc le lendemain de leur arrivée, on estime entre 6h et 18h15. En tout cas, les journaux ils disent ça. 18h15, je pense que c'est l'arrivée du gardien le matin. C'est quand il prend son tour. Donc en fait, ils auraient utilisé un banc qu'ils auraient trouvé dans le corridor du 3e étage, parce qu'en fait, ils sont pas enfermés dans leur cellule. Ils ont autorisation de sortir dans le corridor du 3e étage. On est loin de la prison à sécurité maximale. Ouais, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, grâce à une serviette puis le banc, ils auraient réussi, en fait, à fabriquer un tourniquet, donc une sorte de machine, je sais pas comment dire, mais pour forcer les barreaux d'une fenêtre. Donc ils ont réussi à forcer les barreaux de cette fenêtre, sauf que ils sont quand même au 3e étage et il faut qu'ils descendent quand même 30 pieds de haut. Mais ils réussissent en fait en désescaladant la façade grâce au fil électrique qui longe le mur. Donc c'est Prison Break là un peu. Ils sortent et tout. Mais en fait c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on descend, ils se retrouvent dans la cour de la prison, et donc il leur reste encore à passer un mur d'enceinte de 12 pieds de haut, qu'ils arrivent en fait à passer grâce à l'aide d'une planche trouvée dans cette cour. Mon Dieu, c'est donc bien l'affaire qui traîne. Ouais, c'est ça. C'est Prison Break façon Mario Bros. Ouais, c'est un peu ça. C'est assez facile de sortir de cette prison apparemment. Et donc en fait le 5 au matin, donc l'alerte est donnée par le fameux gardien de la prison. Et donc à qui? Aux policiers de la ville de Sorel. Donc toute la police de la ville de Sorel et des citoyens volontaires vont en fait faire une véritable battue dans le bois autour de la prison et dans les villages tout autour. Après, pour la suite, donc pour le retour un peu, il y a 2 versions. Alors, il y a une version qui dit que il se serait rendu tout seul le 6 au matin. Il serait revenu voir le gardien de la prison. Il serait revenu jusqu'à la prison pour se rendre au fameux gardien Duhamel. Et puis, il y a une autre version qui dit qu'en fait, le père de Barabé les aurait trouvés dans une cabane toute proche de sa maison, et qu'en fait, il les aurait ramenés à la police, le 6. Voilà, c'était une petite histoire que je trouve assez drôle. Puis je me dis, faut peut-être... c'était pas hyper sécurisé à l'époque, là, mais... Wow. En tout cas, mais c'est surtout qu'il y avait juste 2 personnes à prendre soin d'eux. Il me semble que c'est pas... Ouais. C'est quand même la base. C'est ça. Non. Mais il y a qu'un seul gardien aussi, tu sais, faut bien qu'il rentre chez lui à un moment. Là. Je pensais qu'il habitait dans la prison.
Ben, je pense qu'il doit habiter à côté, mais peut-être pas dedans. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est que Sorel était quand même un endroit très chouette où vivre, très sécuritaire, très paisible. Mais où les prisonniers se rendent d'eux-mêmes à la prison quand ils s'évadent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même tranquille comme endroit. C'est tous des gens honnêtes. Oui, c'est ça. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Oriane, pour cette anecdote rocambolesque. Je vais passer sans plus tarder la parole à Sabrina. La semaine dernière, tu nous as fait l'histoire, dans le fond, de la création du plastique. Oui, exactement. Ben, c'est ça. La semaine passée, j'ai vraiment mis la table en vous parlant là, de la découverte puis l'historique un peu plus là, de l'utilisation du plastique. Fait qu'on a passé là, de la colle à base de gélatine au cellophane pour terminer avec le fameux sac de plastique. On se rappelle également qu'on s'était laissé dans les années 60 où le plastique est vraiment partout puis est mis vraiment à l'honneur là, par la société de consommation. Fait que depuis 1950, c'est tout de même près de 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde. Le fait est que dès le milieu là, du 20e siècle, les gens peuvent pas se passer pantoute du plastique. C'est vraiment rentré dans leur vie, c'est là pour rester. Puis il y a même plusieurs témoignages, en fait, d'employés de service à la clientèle qui rapportent que certains clients faisaient même des crises à la caisse si leur choix entre sac en papier ou sac de plastique n'était pas disponible. C'est quand même horrible. Ben, j'ai pas mon sac de plastique! Mais imagine le drame quand t'as pas ton sac de plastique. Donc, l'urbanisation rapide là, des grands centres devient également un facteur qui est considérable dans le changement des pratiques de consommation. À chacun ses préférences, hein, finalement, mais certaines ont eu un coût, puis on s'en rend compte bien vite. On note, par exemple, que les banlieusards préféraient les sacs de papier qui tenaient bien droit dans le coffre de leur voiture, alors que les urbains appréciaient les sacs de plastique qui se transportaient vraiment mieux là, en marchant vers la maison. Les grands débats, là. Grâce à leur belle petite poignée. Fait que avec cette ascension super rapide, là, on se demande à quel moment et puis qui, en fait, vont être les opposants au monopole du plastique. Puis c'est un peu là ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Là. Je vais donner un petit peu plus la parole à ceux qui se sont opposés. Fait que les rapports entre l'homme et la nature ont souvent été étudiés dans une dynamique plutôt conflictuelle par les chercheurs. Dans la Grèce antique, par exemple, Aristote fut l'initiateur là, de la philosophie naturelle, qui est une discipline philosophique développée bien avant là, la science moderne, qui cherchait à expliquer la sensibilité du monde puis les rapports des hommes à travers leur environnement. Alors qu'à ce moment-là, ben science et philosophie sont assez associées. La philosophie naturelle a connu en fait un recul à partir du 17e siècle, au moment de la division des disciplines scientifiques, engendrant là, une quasi-disparition de la philosophie naturelle. L'étude philosophique de l'environnement naturel puis de la place de l'homme dans son environnement est réapparue en fait sous une autre forme dans la seconde moitié du 20e siècle, qui correspond en fait au moment où sont apparus les premiers signes là, de la crise écologique globale qu'on connaît encore aujourd'hui. Si on a connaissance du problème de la question du plastique depuis sa découverte, ben c'est que dans la deuxième moitié du 20e siècle, on va vraiment commencer à critiquer publiquement puis à prendre des moyens pour dénoncer les dangers des matières plastiques pour l'environnement puis par le fait même pour la santé humaine. De manière plus globale, là, c'est à partir de 1970 qu'on peut voir un vrai tournant dans la prise de conscience de la fragilité de l'environnement, autant au niveau national là, qu'international. La confiance là, qui s'était tellement construite là, autour de l'industrie du pétrole se retrouve vraiment ébranlée à la fin des 30 Glorieuses. Parce que il s'agit là du premier choc pétrolier, en fait, qui va provoquer une grosse vague de chômage dans les emplois qui découlent de cette ressource-là. Fait que massivement, on critique de plus en plus les sociétés industrielles qui se sont construites à partir de l'exploitation des ressources naturelles, puis en opposition par le fait même avec la nature. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître plusieurs grandes organisations non gouvernementales pour la protection et la préservation de l'environnement. Fait qu'on pense par exemple à Greenpeace qui va voir le jour en 1971. Par ailleurs, dès l'année suivante, en 1972, est publié un rapport du Club de Rome qui s'intitule « Halte à la croissance ». Ce rapport-là annonçait en fait qu'en ne maîtrisant pas leur développement et leur croissance économique, les grandes puissances industrialisées entraînaient un épuisement des réserves mondiales de pétrole et de gaz dès 1990.
Fait qu'on pense à partir de ce moment-là que déjà en 1990, donc une vingtaine d'années plus tard, ben on aurait plus pantoute de ressources. Ben c'est ça, parce que en parallèle avec tous les problèmes que le plastique engendre, il y a, on réalise les dangers de la coupe à blanc, de toutes sortes d'autres pratiques qu'on a, justement des ressources naturelles qui sont ultra néfastes. Ben, c'est qu'on redonne pas à la nature, on ne fait que prendre puis on saccage un peu tout. C'est sûr que la prise de conscience initiale, c'est vraiment à partir de l'environnement, pas tant à partir des matières plastiques. Fait que c'est vraiment à partir des dommages qu'on fait à la nature qu'on se rend compte à quel point c'est grave. Fait que tu sais, le plastique va comme être une question qui va découler de cette prise de conscience-là, mais qui sera pas l'instigatrice de la question. Puis il y a aussi un peu les niveaux économiques, là, où est-ce qu'on a des ressources qui sont limitées. Là. Oui, exact. C'est qui a dû rentrer dans l'équation. Ben, on se rend compte que c'est plus aussi fiable qu'avant, puis on commence à avoir peur, en fait, de plus pouvoir reposer notre économie sur ces ressources-là. Fait que dans le fond, le Club de Rome que j'ai mentionné juste un petit peu avant, c'est un groupe de réflexion qui est créé en 1968 qui réunissait des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux et des industriels de 52 pays. Ceux-ci là étaient préoccupés par des problèmes complexes là qui devaient faire face en fait toutes les sociétés industrialisées à ce moment-là. Et aux actions qui doivent être prises pour contrer les problèmes qui découlent des industries et de l'environnement par le fait même. Il fut créé par David Rockefeller, Aurelio, je vais dire P, parce que je peux clairement pas prononcer son nom de famille correctement, fait qu'on va l'appeler Monsieur P pour les besoins de la cause. Et Alexander King, respectivement, là, ils sont c'est un riche homme d'affaires, Rockefeller, l'autre c'est un industriel, et le dernier qui est King, c'est un chimiste. Fait que les messages d'alerte là vont également passer dans les journaux, fait que pas juste des initiatives, mais on va aussi démontrer des messages par rapport aux besoins de la nature dans les journaux. Fait qu'on voit par exemple des populaires magazines, comme ici on a le Times qui va désigner en 1988 la Terre comme homme de l'année, en soulignant toute sa fragilité puis l'importance d'agir individuellement au quotidien. Fait que quand même avec le magazine on rejoint vraiment beaucoup de monde. Là, c'est comme dans les premières tentative de rejoindre un plus large public, fait que plus juste la communauté scientifique là, qui sait plus quoi faire avec la question de l'environnement, mais on voit aussi que là ça se transpose plus dans la population. Puis aussi c'est un magazine qui est très lu, là. C'est un gros magazine. Oui, c'est ça, c'est quand même un gros statement de faire ça dans le Times, considérant qu'il y a tellement de personnes qui sont rejointes. C'est ça. Puis l'homme de l'année là, c'est tout le monde attend ça un peu avec impatience, dans le sens que année après année ils refont ce concours-là, si on veut. Fait que le fait que ça soit la Terre qui soit mise à l'honneur comme ça, c'est quand même considérable. Oh oui. Fait qu'alors que les débats de l'heure, là, ils se concentraient surtout sur le trou de la couche d'ozone. Fait que quelque chose qui est hyper tangible, qu'on peut remarquer, que les gens commencent à comprendre. Mais la prise de conscience dans les pays industrialisés reste relativement faible quand même. Au niveau citoyen, tu sais, il y a pas beaucoup de messages qui passent quand même. Il va falloir en fait la multiplication des catastrophes naturelles dues au changement dans l'environnement là pour voir un peu d'évolution dans les mentalités. Fait qu'on la note surtout à travers les organismes que j'ai mentionnés précédemment et par la voix des scientifiques. Comme j'ai dit, là, il y a peu d'actions qui sont faites pour sensibiliser monsieur, madame, tout le monde dans leurs habitudes de consommation au quotidien. Le petit hic avec le progrès, c'est qu'on peut presque pas revenir en arrière en créant une dépendance qui est aussi forte dans les produits composés de matières plastiques pour le consommateur, mais aussi pour le profit à l'industriel. On laisse quand même peu de place là, aux maux de l'environnement qui se multiplient, comme on voit pas mal chaque jour. Les scientifiques se présentent très défaitistes là, à la question du plastique à partir des années 90. En 1997, il y a un océanographe, auteur et chercheur états-unien, qui s'appelle Charles Moore, qui découvre ce qu'il va appeler le grand vortex de déchets du Pacifique, qui se trouve à être la plus grande en fait des gyres océaniques qui se trouvent dans les océans du monde. Puis là-dedans, en fait, c'est une sorte de trou, un gyre, avec des courants qui vont un peu dans tous les sens.
puis dans lesquels on retrouve d'immenses quantités de déchets plastiques qui se sont accumulés puis qui menacent les fonds marins, mais qu'on n'est pas capable de retirer. On s'aperçoit là, que le sac de plastique, par exemple, tue les tortues de mer parce que les pauvres petites, ils les confondent avec des méduses. Fait qu'ils les ingèrent puis ils meurent. Bon, ok, ça c'était la partie touchante pour les animaux. La découverte là, des gires océaniques qui, comme je l'ai dit, là, sont d'immenses tourbillons d'eau. Constitue le tournant véritable dans la phase qui est plus active de la mobilisation des politiques et des citoyens, en fait. Les scientifiques là, vont vraiment aussi s'élever, puis c'est là qu'on va voir, en fait, que ça va plus toucher les gens. Pour ce qui est de la prise de conscience de l'environnement, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut voir, en fait, qui nous fait changer nos pratiques. Tous les concepts scientifiques qui sont dits à partir des années 1970, ben c'est comme moins clair. Tu sais, quand on le voit vraiment dans notre face, excusez-moi l'expression, ben c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte à quel point c'est grave. Même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis, là, étant donné que c'est pas une réalité à laquelle on est confronté directement. Exact. Nous, on est quand même bien. Là, on a de la verdure dans nos rues, puis les déchets sont ramassés aussi chaque semaine. Il y en a une couple qui traîne, mais on prend pas conscience pleinement de tout ce qui se passe, puis ce que ça représente aussi pour l'environnement. Mais on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Oui. Ça sent bien. On n'a pas le choix. Bien que les actions à partir de ce moment-là se multiplient, ben les habitudes de consommation sont extrêmement lentes à changer parce qu'on connaît déjà l'existence en fait des matières plastiques biodégradables dès la première moitié du 20e siècle et qui ces matières-là, en fait, peuvent se décomposer là, en quelques semaines, voire quelques mois. En fait, ce sont les bioplastiques qui sont découverts en premier, comme on l'a mentionné dans la dernière chronique, vraiment tout ce qui est plastique naturel. Par contre, c'est moins payant, les bioplastiques, et ça coûte vraiment plus cher à produire. Mais on va avoir des exemples, par exemple, qui vont utiliser le bioplastique dans leur construction. On a ici, en 1915, la compagnie d'Henry Ford qui va développer le modèle automobile, la Ford T, qui intègre en fait des éléments fabriqués à partir de fibres d'une résine qui est synthétique, issue du gluten de blé. Fait qu'il y a un plastique qui se décompose. Okay. Par contre, là, ces initiatives-là, ben, ils vont être vite mis de côté par le boom pétrolier qu'il va avoir après. Mais depuis les années 2000, par exemple, le marché du bioplastique, il va reprendre quand même beaucoup, face notamment aux revendications environnementales. Plus récemment, malgré le fort lobby là, de l'industrie du pétrole, on va avoir le Bangladesh en 2002 qui va devenir le tout premier pays à bannir les sacs de plastique. Puisque ceux-ci contribuaient à boucher les systèmes de drainage lors des inondations. Fait que c'est quand même une raison assez utilitaire, mais c'est tout de même assez louable. Qui devait sûrement être un endroit où l'Inde dompait beaucoup de leurs déchets. C'est sûr. C'est sûr que c'est pour ça que c'est devenu un problème. Ouais. Suite à cette action-là, ben il y a plusieurs pays qui vont emboîter le pas. Ici au Canada, ce n'est pas toutes les villes ou provinces là, qui ont interdit le sac de plastique, mais il y a la communauté de Leaf Rapids au Manitoba qui va être la première en fait au Canada à le faire en mars 2007. Fait que ça fait quand même un petit bout. La municipalité là, avait offert 5 sacs réutilisables à chaque demeure, puis avait introduit une taxe de 3 cents pour l'achat de sacs à usage unique. Fait que c'est quand même similaire un peu à ici, sauf qu'on n'a pas eu les sacs de plastique réutilisables gratis. À Montréal, ça va être le 23 août 2016 là, qui est adopté le règlement 16051 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail. Fait que à ce moment-là, c'est vraiment pas tous les sacs qui sont bannis. Par contre, même 3 ans plus tard, on voit encore la problématique dans la ville. Puis c'est pas encore réglé là, cette histoire-là de bannissement du sac de plastique. Une dernière peut-être petite initiative qui marque quand même un gros coup. C'est au début de 2008, le Vatican est intervenu sur les questions environnementales. Un peu de manière symbolique, là, il y a Monseigneur Girotti, qui est régent de la pénitence apostolique, qui a défini des nouveaux péchés
contre lesquels l'Église catholique appelle à lutter et parmi lesquels on a la pollution. Fait que désormais, la pollution, par les conséquences qu'elle implique pour l'ensemble de la communauté humaine, est dénoncée et doit être combattue par les catholiques au même titre que les autres péchés. Wow, fait que là, faut arrêter de respirer la pollution dès qu'on sort dehors, c'est ça? Exact. J'avais un autre petit exemple, mais je crois que ça va consister une chronique en entier. Fait que je vais terminer avec ça. Puis je vais vous dire que dans les derniers temps, on a quand même connu beaucoup de mouvements, de grands mouvements à l'international pour l'environnement. Fait que je pense qu'on est quand même sur la bonne voie pour écrire la fin de l'histoire du plastique. Ben, j'aimerais bien ça. D'ailleurs, ça me fait penser, on en parlait tantôt avant l'émission, qu'il y a des scientifiques de l'Université britannique de Portsmouth au début des années 2000 qui ont découvert une enzyme dans les genres de bacs pas les bacs de récupération, mais les centres de recyclage au Japon. C'est une enzyme qui mange le plastique, c'est comme développé en réponse à ça. Donc, c'est comme un cycle naturel qu'on a essayé d'isoler puis de voir si on peut le réutiliser justement pour se débarrasser du plastique d'une manière qui est naturelle et saine. Fait que ça va être à voir. Si on peut multiplier ça à grande échelle, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Ouais, puis espérer aussi que ça fasse pas en sorte qu'on se permette d'utiliser encore le plastique. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est beau. C'était presque un message pour l'avenir, notre affaire. Manifeste pour arrêter de produire le plastique. Ben, merci beaucoup, Sabrina, pour cette deuxième chronique. C'était super intéressant. Merci. Et puis, allons en musique. Ouais, on s'en va en musique. Attention, thématique. Avec le titre Plastique de Aïn Kahir. Yes. Elle aime ça. Like a dummy in a window, 'cause you're heartless, you're cold, selling to the bimbos, selling plastic, all it gold, but I see right through you. I know your game, I know your game, I know your game. It's time to put a stop to you. You are to blame, you are to blame, you are to blame. 'Cause you're plastic, you're cold, shiny, hard plastic. Now you're making me sick. You must think I'm fucking stupid, but I know that you're plastic. You're cold, shiny, hard plastic, plastic. You're like a porcelain doll, 'cause you're lifeless and hollow, and I watch you fall to pieces 'cause you're so dull. But I see right through you. I know your game, I know your game, I know your game. It's time to put a stop to you. You are to blame, you are to blame, you are to blame. 'Cause you're plastic, you're cold, shiny, hard plastic. Now you're making me sick. You must think I'm fucking stupid, but I know that you're plastic. You're cold, shiny, hard plastic, plastic. And now you're making me sick. You must think I'm fucking stupid, but I know that you're plastic. You're cold, shiny, hard plastic, plastic. I know your game, I know your game, I know you're plastic.
On est de retour. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. On vient de parler du plastique et maintenant on se déplace au Nicaragua pour discuter d'un grand chef de la guérilla nicaraguayenne du nom d'Augusto César Sandino. Et je passe la parole à Charles Bénard. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler justement d'Augusto César Sandino qui, de 1927 à 1934, va mener une guérilla pour chasser les États-Unis du Nicaragua. Si j'ai choisi de vous parler de cette grande figure de l'anti-impérialisme latino-américain, c'est d'abord parce qu'il s'avère un personnage important de la mémoire nationale nicaraguayenne, mais aussi parce qu'il a eu un impact significatif en Amérique centrale et caribéenne. Comme ses actions et la pensée qu'il a développée ont été fortement influencées par son parcours de vie et le contexte latino-américain de l'époque, je vais porter une attention très particulière à ces deux réalités dans ma chronique. D'abord, j'aimerais dresser un petit contexte historique du premier quart du 20e siècle en Amérique centrale et dans les Caraïbes, puisque Sandino va grandir et voyager dans cette région du globe. Donc, à cette époque, ces régions sont fortement secouées par ce qui est aujourd'hui désigné comme les Banana Wars, c'est-à-dire les multiples interventions violentes et militaires des États-Unis dans ces régions pour y mettre en place des gouvernements et des politiques économiques favorables à leurs intérêts, notamment la culture de la banane, d'où le nom Banana Wars. Selon moi, l'histoire du Nicaragua à cette époque est emblématique de cette réalité. En effet, de 1912 à 1925, les États-Unis implantent un contingent de 100 Marines à Managua en tant que garde de légation qui cependant vont assurer la réélection des conservateurs qui sont pro-États-Unis tout au long de la période. Donc de 1912 à 1925, on a une occupation militaire au Nicaragua. D'ailleurs, le Parti conservateur va tout au long de cette période être dirigé par Adolfo Diaz, qui va rapidement s'aligner avec Wall Street, notamment en approuvant le traité Bryan-Chamorro, qui donne aux États-Unis tous les droits pour construire un canal transoceanique si dans le futur ce projet se concrétise, ce qui ne va jamais arriver, ça va être au Panama surtout que ça va se faire. À cause du canal, j'imagine? Ouais, en fait, ils ont décidé d'en faire... Ouais. Ils ont fait le canal après le traité, mais ils ont décidé de le faire à Panama. Il y a toujours eu il y a eu souvent une ambition de construire un canal au Nicaragua quand même, mais c'est surtout au Panama que ça s'est fait parce que l'isthme est beaucoup moins large. Donc, Sandino est bien conscient des conséquences que ces tensions et guerres politiques ont sur la société nicaraguayenne, mais aussi latino-américaine. D'abord, il connaît très bien la difficile vie des travailleurs agricoles. Étant un fils illégitime d'un propriétaire terrien du village de Niconohomo, tout près de Managua, il passe son enfance avec sa mère, une autochtone qui travaille sur la plantation de son père biologique comme journalière agricole. Il partage son quotidien de vie difficile, notamment les journées de travail de 14 heures, la malnutrition et les habitations de fortune. Quand sa mère décide de quitter le village sans lui, alors qu'il n'avait que 11 ans, son père le recueille et lui permet d'aller à l'école. Mais il n'est pas pour autant reconnu par son père comme un membre de la famille à part entière. Au contraire, Sandino dort dans un hangar et continue à vivre et manger avec les travailleurs agricoles. Mais un autre élément de la jeunesse de Sandino sur lequel il faut s'attarder, ce sont ses expériences de travail et de voyage en Amérique centrale. En effet, ses qualités de mécanicien et des conflits familiaux le poussent, alors qu'il avait 25 ans, à quitter le Nicaragua. Il va donc aller voyager et travailler en Amérique centrale, au Mexique et même aux États-Unis. À cette époque, il faut comprendre que dans les années 20, l'anti-impérialisme est une doctrine très en vogue dans les milieux de gauche latino-américaine et que c'est en Amérique centrale et caribéenne qui s'avère son bastion principal, notamment à cause que la réalité des Banana Wars entraîne l'exil et la rencontre des opposants politiques de ces divers pays. D'ailleurs, Sandino va notamment travailler dans la région de Tampico, au Mexique, tout près du Golfe, qui est un lieu un lieu très fréquenté par les radicaux latino-américains. Donc, en ce sens, le Mexique s'avère un des leaders de l'anti-impérialisme latino-américain, grâce notamment à la fondation en 1925 de la Ligue anti-impérialiste des Amériques et de la révolution qui avait déjà vécu le Mexique en 1910-1920, qui avait un discours très profondément anti-impérialiste. Ce contexte de réseautage transnational entraîne aussi une réinterprétation de l'identité latino-américaine dans les milieux de gauche en Amérique latine. C'est-à-dire que
en construisant sur la base d'un parcours historique commun, soit la colonisation et la langue hispanophone et d'une ethnicité commune, ce qui a aussi mené à la création d'un terme comme les Indo-Américains, qui a donc pour but d'inclure les populations autochtones dans les luttes et l'identité latino-américaine. Ce discours, dans le fond, cette nouvelle identité-là, elle repose aussi sur l'anti-impérialisme, donc la défense de l'identité contre l'intervention étrangère, et ça ouvre la porte aux solidarités transnationales en Amérique. Pourquoi ça c'est important à comprendre pour aussi comprendre la personne qu'est Sandino? C'est d'abord parce que en raison de ses voyages, Sandino va vraiment prendre conscience physiquement du combat anti-impérialiste qui a lieu en Amérique, et c'est lors de cette expérience de vie que la pensée de Sandino va se radicaliser et s'affirmer dans une forme de patriotisme international. Donc Sandino retourne en juin 1926 au Nicaragua. Là-bas, il va travailler dans une mine de San Albino et faire de la propagande anti-impérialiste pour se recruter des hommes prêts à le suivre dans son combat. Puis, avec son contingent, il va s'unir à l'armée des libéraux du général José María Moncada. À cette époque, c'est ce qu'on appelle la guerre constitutionnaliste, c'est-à-dire que... La guerre quoi, excuse? Constitutionnaliste. OK. C'est-à-dire que les libéraux affrontent les conservateurs pour les détrôner au pouvoir. Mm-hmm. Puis à ce moment aussi, les Marines, le contingent de Marines a quitté le pays. Mais en vue des élections de 1928, les États-Unis vont ramener les Marines pour assurer encore la réélection des conservateurs. Excuse-moi, puis les États-Unis ont intérêt à ce que ce soit les conservateurs parce que ils peuvent garder le contrôle. Ils peuvent garder comme une mainmise sur le territoire, mettons. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que les conservateurs sont pro-États-Unis, sont alignés avec eux, alors que les libéraux à cette époque sont plus nationalistes d'une certaine manière. Mais ce qui arrive, c'est que le 4 mai 1927, c'est la date de la grande trahison. C'est là où est-ce que les libéraux vont accepter une proposition d'armistice qui venait des États-Unis, mais une proposition aussi qui était dans les négociations qui disait qu'ils doivent respecter le gouvernement conservateur jusqu'en 1928 et respecter le fait que les États-Unis vont toujours superviser les prochaines élections. Wow. Ben voyons. Supervisé à l'aide des Marines. Ouais, ah oui? Ouais. Drôle de supervision. Ouais. C'est la sécurité. Ouais, mais donc l'autre raison qui explique aussi pourquoi c'est important de comprendre ce contexte-là puis les réseaux transnationaux, c'est que Sandino va vraiment en bénéficier. Sandino refuse catégoriquement cette négociation qui réduit presque à presque rien en fait tous les efforts des soldats qui se sont battus pour des idées pendant toutes ces années. Pour lui, cela prouve que la bourgeoisie nationale et les libéraux pensaient seulement à leurs intérêts et les propos qu'il tient dans son manifeste d'El Mineral en 1927, qui est destiné au peuple nicaraguayen, centro-américain et à la race latino-américaine, pour employer les termes de l'époque, montre le radicalisme de Sandino. Son ressentiment envers les conservateurs et les libéraux, qui est décrit comme des oligarques qui ne pensent qu'à leurs intérêts et non aux conditions de vie de la société directement. À cet effet, je vais vous lire une petite partie de ce qu'il écrit. Il écrit « Je suis nicaraguayen et je suis fier du sang amérindien qui, plus que tout autre, circule dans mes veines et qui, par atavisme, renferme le secret d'un patriotisme loyal et sincère. Je suis un travailleur de la ville, un artisan, comme on dit ici, mais mon idéal embrasse un vaste horizon d'internationalisme, le droit d'être libre et d'exiger la justice, même si pour atteindre cet état de perfection, il faut verser son propre sang et celui d'autrui. Les oligarques, c'est-à-dire les libéraux, les conservateurs, c'est-à-dire donc ce que lui il écrit là, c'est-à-dire les oies qui se vautrent dans la boue, diront que je suis plébéien, donc un populiste. Peu importe mon plus grand honneur est de surgir du sein des opprimés qui sont l'âme et le nerf de la race.
C'est donc à ce moment-là que commence réellement la guérilla de Sandino, maintenant le chef suprême de l'armée de défense de la souveraineté nationale. Puis dans le fond, c'est qu'en faisant ça, en se promenant un peu partout en Amérique du centrale et du sud un peu, il s'est comme monté un réseau, puis c'est comme ça qu'il a pu revenir en tant que chef d'une certaine opposition. Parce qu'il est parti d'un peu être un nobody, puis dans le fond, à force de... Ouais, ben en fait, c'est bon coup militaire aussi entre 1926 et 27. Ils ont permis de devenir comme un général pour les libéraux. Puis son voyage a vraiment aidé à formuler sa pensée, puis son radicalisme en fait. Mais ces bons coups militaires en ont fait quelqu'un d'important dans la guerre que menaient les libéraux à l'époque. Puis quand il s'est mis en opposition aux libéraux aussi, ben là, il s'est ramassé à ramasser une certaine partie de l'opposition aussi. Ouais, parce qu'il il était pas le seul à ne pas rendre les armes, il est devenu la figure la plus importante de ça. Est-ce qu'on a une idée du nombre des contingents? Parce que là, j'ai pas une idée de... Ouais, non, j'ai pas c'est super important aussi, justement, parce que c'est des guérillas. Les techniques, nécessitent peu de gens, en fait, là. Mais c'est ça. C'est... je pourrais pas dire pour le nombre de gens, mais je sais que, tu sais, une guérilla, en fait, à cette époque-là, les États-Unis contrôlent surtout les villes, donc eux, ils travaillent surtout dans les campagnes, dans les forêts, puis... en tout cas. C'est ça, fait que c'est difficile à cerner. Ouais. Merci, autant pour moi. Donc... la guérilla qu'il mène, donc un but qui est définitif en fait, c'est libérer le Nicaragua de l'impérialisme états-unien, et ça sans aucun compromis comparé aux libéraux. J'entrerai pas dans les détails militaires parce que comme vous avez vu, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais je vais plutôt aborder le contexte de solidarité anti-impérialiste qui explose autour de cet événement qui va grandement bénéficier Sandino. En effet, selon l'historien Barry Carr, le mouvement en solidarité avec Sandino a été la première campagne moderne anti-impérialiste en Amérique latine et a eu un impact partout dans le monde, surtout en Amérique latine et aux États-Unis. La presse fut l'un des espaces les plus importants de ce mouvement de solidarité. En effet, de New York à Lima, en passant par La Havane et Buenos Aires, des journaux et magazines politiques créèrent des campagnes de dénonciation de l'impérialisme au Nicaragua et de solidarité avec Sandino. Des journaux qui sont souvent chapeautés par la Ligue anti-impérialiste des Amériques, qui a été fondée en 1925, je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais qui avait des branches dans une dizaine d'États, dont aux États-Unis. Puis en 1928, il a été fondé aussi le comité Hands Off Nicaragua. Ça peut vous faire penser à aujourd'hui le comité Hands Off Venezuela qu'on a en ce moment. Donc on voit des petits rapports. Donc qui a été voyons, je cherche mes mots. Qui a été fondé au Mexique dans le but de mobiliser la population mexicaine en faveur à Sandino. Mais Sandino, même s'il est nationaliste, c'est vraiment un patriote avec une perspective internationale. On l'a vu dans la dénonciation que j'ai mentionnée. Puis non seulement est-il au courant du traitement de la solidarité du traitement et de la solidarité que son mouvement reçoit à l'international, mais il développe réellement un discours qui sut catalyser les perspectives de la gauche latino-américaine de l'époque et surtout de l'anti-impérialisme. Par exemple, il va publier plusieurs manifestes qui s'adressent à l'international. Il va être un fervent défenseur d'une union des États latino-américains et surtout centro-américains. À ce titre, j'aimerais vous lire un certain de ses propos dans son texte qui s'intitule « Plan de réalisation du rêve suprême de Bolivar », qu'il a publié en 1929. Bolivar étant comme une figure mythique des libérations du début du 19e siècle, là, qui voulait faire comme une grande république des nouveaux États latino-américains. C'est Simon Bolivar. Lui Bolivar. était plus contre, dans le fond, le colonialisme espagnol. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Okay. Ils se sont battus contre le colonialisme espagnol, puis ils voulaient comme faire une grande union des républiques latino-américaines. Okay. On voit les thèmes récurrents. Exactement. Fait que dans son plan de réalisation, Sandino va dire
il dit ça en fait. Intimement convaincu que le capitalisme nord-américain en est à sa dernière étape et qu'il va donc se transformer en impérialisme et qu'il oublie ses principes de droit et de justice en bafouant les immuables principes d'indépendance des fractions de la nationalité latino-américaine, nous jugeons indispensable et même urgente l'alliance de nos États latino-américains pour préserver cette indépendance contre les prétentions impérialistes des États-Unis d'Amérique du Nord ou contre toute autre puissance aux intérêts de laquelle on prétendrait nous soumettre. Dans ce passage, on voit comment Sandino réussit à catalyser à la fois les théories marxistes, les théories marxistes de l'impérialisme, soit les étapes du capitalisme qui mènent à l'impérialisme. Donc, c'est une théorie pour analyser l'impérialisme qui nous vient des marxistes, en fait, qui était alors très en vogue à cette époque, mais aussi l'anti-impérialisme et l'idée d'une grande identité commune aux latino-américains. Ce type de discours-là va perdurer jusqu'à la toute fin. Chez Sandino, il va dans la plupart des manifestes puis dans les c'est quoi le mot? Les échanges de courriers qu'il va avoir, la correspondance qu'il va avoir avec ses supporters à l'étranger, donc Frolian Turcos qui est au Honduras. On voit vraiment ce discours d'un patriote internationaliste. Donc, au final, Augusto César Sandino est bien sûr le mieux décrit comme un patriote nationaliste, mais ses expériences de jeunesse et de travail à l'étranger en font aussi un populiste de gauche anti-impérialiste et aux fortes tendances marxistes, très proches de la société, de chacune des couches de la société. Ça va aussi chercher les autochtones. Et par ses actions, sa pensée collective, il sut devenir une grande figure de l'anti-impérialisme latino-américain ainsi qu'une figure de la grande identité latino-américaine. Cependant, il va être assassiné le 21 février 1934 sous l'ordre d'Anastasio Somoza Garcia, nouveau directeur de la garde nationale. C'est des conflits fratricides à cette époque-là. C'est toujours un petit peu comme ça que les mouvements comme des genres de guerre civile arrivent. Donc lui, il arrive à la garde nationale, directeur. Ce qui arrive, c'est en fait Somoza va prendre le pouvoir et va mettre en place une des dictatures les plus violentes que l'Amérique centrale ait connue. Mais ça, je vais en parler la semaine prochaine. Merci. Wow. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette grande figure de la guérilla nicaraguayenne. J'ai bien hâte de voir d'entendre en fait ta chronique. De l'avoir aussi. Hein. Bref, pour la semaine prochaine, ça risque d'être tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci. On va aller en musique, ma chère Oriane? On s'en va avec la rappeuse Catégorique avec la chanson Quelle histoire. Tribus urbaines, sur beat ou dans le cœur. À l'origine comme une griotte, ma voix agit pour le bien même si les nous écœurent. De vérité folle en récit en tout genre. Je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, y'a tout qui change. J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous. Mais gros, le temps que tu t'en rends compte, c'est déjà le point de non-retour. J'ai pas de secret pour ma plume, tout un tas pour les êtres humains. Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien. Regarde-nous unifier les éléments. Depuis nos hémisphères, relève l'élégance. Derrière un message clair, il faut que tu partages tes connaissances. Que ceux qui t'entourent fassent le connaissance. Coûte que coûte, tu dois prendre la route. Ton intuition t'indiquera le sens. Fort seul est celui qui a perdu l'usage de sa langue. La parole est sacrée quand t'ouvres ta bouche et au fait ça décemment. Quel rôle tu penses endosser dans ce kayak? Ta dossier étudie intensément. Échange ou périt dans dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuento la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Cuento la historia de mis cicatrices, porque en ellas se encuentran lo aprendido. Algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna, o las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos
y mi pensamiento pueda volar. Buscaré la libertad entre mis versos, alrededor del fuego trenzaré memorias con las que soy y las que fui, lo que siento ahora. Estaré quitándole minutos a las horas, recuperando el canto que desde mi pecho aflora. Dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuento la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies quand on peut les voir. Je raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. À chaque étape, faut faire le taf et rester brave, surtout garnir la table. Personne n'y échappe, j'offre avec Rebecca Lane une solution décalée, chantier d'amour où chantent les armes. Abre tu corazón a las palabras verdaderas, a las que hablan al alma y recuerda la canción de la lluvia sobre la selva, el fluir del río hacia aguas Oh, dis-moi nuevas. quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Mais quelle histoire! Histoire de passer le temps. Ouf! Troisième chronique, ma chère. Amélie Roy-Bergeron, j'espère que tu vas nous faire une chronique pas en langage des signes aujourd'hui? Oui, non, ben en fait, je vais utiliser des mots, mais elle sera... C'est ordinaire, c'est correct. Mais pour être disponible par écrit sur notre page Facebook, si jamais on en fait la demande, puisque cela concerne la communauté sourde à Montréal. Donc, récemment, j'ai rencontré sur l'Internet une pétition. Ça devait être une belle rencontre. Ah, très bonne rencontre. En fait, j'ai rencontré une pétition qui va être éventuellement déposée à l'Assemblée nationale concernant l'avenir incertain de l'Institut des sourdes muettes. Qui est situé en plein cœur du plateau Mont-Royal sur la rue Saint-Denis entre les rues Chérier et Roy, là, l'immense complexe en pierre grise. Et dans le fond, la communauté religieuse qui administrait l'institution a quitté les lieux il y a belle lurette et maintenant, ben, on se demande un peu quoi faire avec la bâtisse. Donc, une chose en amenant une autre, j'ai réalisé que je connaissais vraiment bien peu de choses sur ce bâtiment-là qui est, en fait, c'est très massif en plein cœur d'un quartier super densément peuplé avec des bâtiments résidentiels. Donc, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il y avait eu, pourquoi c'était si important, pourquoi c'est si gros et pourtant pourquoi c'est si vide maintenant. Et donc, voici le programme de cette chronique. Donc, l'émergence des premières institutions dédiées spécialement aux personnes sourdes arrive dans la première moitié du 19e siècle. Donc, à Québec, en 1831, il va y avoir une première institution qui va être fondée pour les garçons, mais faute de financement, en fait, elle va fermer ses portes en 1836, donc elle va être ouverte quelques années à peine, mais on ressent déjà quand même que le besoin est là, évidemment. Donc, à Montréal, c'est l'abbé Charles-Irénée Lagorce qui va prendre le relais de ces institutions-là dédiées aux personnes sourdes. Donc, lui, il va commencer à donner des cours de la langue des signes dès 1846 et il va s'installer temporairement dans les locaux des Sœurs de la Providence, la congrégation de Émilie Gamelin. Et donc, Émilie Gamelin, qui était une femme laïque à Montréal et en fait, elle a été endeuillée à de multiples reprises. Elle s'est ramassée veuve à 28 ans avec ses trois enfants étaient décédés également. Puis elle a décidé de se concentrer à aider des femmes âgées et seules. Et elle a fait l'Asile de la Providence. Et dans ces locaux-là, en fait, il y a eu les premiers cours dédiés aux personnes sourdes. Dans ces rencontres-là, en fait, il va y avoir une des sœurs de la congrégation d'Émilie Gamelin qui s'appelle Albine Gadebois ou bien sœur Marie de Bon Secours, son nom de sœur, et elle va assister au cours donné par Lagorce, l'abbé Lagorce, et elle va vraiment développer un intérêt pour la communication avec les personnes sourdes. Et donc, elle va commencer tranquillement à donner des cours aux fillettes, en fait, parce qu'elle se rend compte que le besoin est là aussi pour les filles. Aux fillettes et à leur famille, j'imagine? Elle, c'était beaucoup... oui, j'imagine, en fait. Oui, mais c'était surtout pour permettre aux personnes de communiquer parce que tu sais souvent ils vont dire que c'est des personnes sourdes muettes mais dans le fond ils peuvent communiquer aussi. C'était surtout pour briser l'isolement. Et donc elle va faire la connaissance, elle va se prendre d'affection en fait pour deux fillettes en fait proche de son école à elle qui était située à Longue-Pointe, donc c'est quand même très loin là. Longue-Pointe, c'est où est-ce qu'il y a le pont-tunnel Hippolyte Lafontaine. Et donc elle va se prendre d'affection pour deux fillettes et elle va commencer à vouloir faire une vraie institution, pas juste donner des cours rapidement à deux enfants. Et ça fonctionne bien son affaire, elle est bonne, donc l'idée d'avoir une vraie institution va émerger à partir de ce moment-là.
Au même moment, les cours de fin de semaine donnés par l'abbé Lagorce vont gagner en popularité et avec le coup de pouce de Monseigneur Bourget, il va avoir la première institution permanente dédiée aux garçons sourds à partir de 1848 sur le bord du fleuve près de la rue Baudry à Montréal. Et donc, à peine 2 ans plus tard, l'institution va déménager au nord dans le territoire du plateau Mont-Royal qui était à l'époque zéro développé, et ils vont s'installer au coin des actuelles rues Laurier et Saint-Dominique, où est-ce qu'il y a l'église Saint-Enfant-Jésus. Juste à côté, il y avait le premier institut des sourds muets, et ça va amener en fait le développement de ce cœur villageois-là et un peu le développement du côté ouest du plateau Mont-Royal. Et donc, pour les fillettes et les jeunes filles, ça prenait une institution aussi, et donc Monseigneur Bourget va s'adresser à Émilie Gamelin en disant, ben là, j'avais entendu, vous aviez commencé à donner des cours, déjà, est-ce que ça vous tenterait d'avoir un vrai institut? Et oui, donc, c'est comme ça que ça va commencer, l'idée de l'Institut des sourdes muettes à Montréal. Et donc la première sœur, Marie de Bonsecours, Albine Gadebois, elle va prendre 3 autres sœurs avec elle et ils vont aller se perfectionner dans des écoles en Europe et à New York aux États-Unis pour apprendre dans le fond tous les rudiments de comment bien enseigner et tous les différents types de communication possibles, que ce soit par écrit ou avec les signes et tout ça. Et donc, elles vont revenir bien formées et prêtes à prendre en main leur institution. Donc, en 1864, il va y avoir un riche propriétaire terrien du secteur qui s'appelle Côme Séraphin Chérier. Côme, comme Saint-Côme. Et Séraphin Chérier, dans le fond, c'est un des plus grands propriétaires terriens du plateau Mont-Royal à l'époque. Et lui va donner un lot aux Sœurs de la Providence, le lot Saint-Denis, Berry, Chérier-Roi. Et c'est à ce moment, dans ce territoire-là, que les sœurs, bien satisfaites de leur nouveau spot, vont se construire une maison. Et donc, elles vont construire au début, le premier pensionnat est plutôt petit, mais il y a quand même déjà, ça abrite déjà l'hébergement pour les sœurs, pour les jeunes filles, et il va y avoir aussi les salles de classe, évidemment. Donc, c'est plutôt petit, mais ça va être appelé à grandir. Parce que, j'allais dire, les sœurs sont vraiment bien formées, donc elles vont accueillir, la demande pour leur institut vont venir de partout au Québec, au Canada et même des États-Unis. Il va y avoir des fillettes qui vont vouloir, des familles qui vont vouloir envoyer leurs filles à l'Institut des sourdes muettes de Montréal parce que dans le fond, elles peuvent enseigner en français et en anglais vu qu'ils ont été formés, ils ont eu les deux. Donc, la demande, elle est vraiment très grande. Donc, cette demande-là va évidemment amener un agrandissement de l'Institut. Donc, au tout début, il va y avoir l'aile Saint-Philippe qui va être sur la rue Berry et peu de temps après, ils vont détruire le bâtiment original pour construire une autre aile similaire et ensuite, ils vont aussi construire un bâtiment au centre. Ça va donner la forme d'un H avec de chaque côté. Les 2 grandes barres du H sont des bâtiments presque identiques. Les 2 ailes et au milieu, il y a la chapelle dans le petit bout au milieu du H, dans le fond. Et dans et dans les deux trous que ça fait en haut et en bas, il va y avoir des jardins maraîchers et des jardins de promenade. Donc, ce qu'il y avait beaucoup dans les communautés religieuses pour permettre d'avoir accès à autant à la culture maraîchère, mais aussi à la nature en plein cœur d'une ville. Ce qui est maintenant des stationnements, je me ce que j'ai pu constater. Oui, c'est des stationnements en haut et en bas. Donc, vraiment, comme l'idée il y a plein de jardins des communautés religieuses qui ont été transformés en stationnements, des choses comme ça. C'est vraiment extrêmement triste. Et le dernier ajout, il va y avoir une aile sur Saint-Denis-Chérier qui est plus moderne, qui a été rajoutée en 1954, qui défait la symétrie du H, mais qui est plus moderne, donc ils ont pu l'utiliser plus longtemps. Et donc, en même temps que le bâtiment s'agrandit, les œuvres vont se diversifier aussi. En 1911, il va y avoir une première fillette sourde et aveugle qui va être admise. Elle s'appelle Ludivine Lachance et elle a été cherchée en Beauce. Ses parents l'avaient comme enfermée dans un garde-robe à la Harry Potter un peu. Puis ils sont allés la chercher pour l'amener à l'Institut et finalement, grâce aux enseignements des sœurs et à l'attention qu'ils vont donner à la fillette, ils vont réussir à briser l'isolement puis à la rendre, à finissait à parfaire, elle pouvait communiquer avec les autres, elle pouvait faire des menus travaux et tout. Donc, c'était vraiment une réussite pour les sœurs, mais finalement, elle va décéder de la tuberculose quelques années plus tard, mais le succès qu'elles ont eu avec Ludivine Lachance va amener à ouvrir le premier département aussi pour
d'enseignement pour les personnes aveugles. Aveugles aussi. Okay. Ouais, donc ils vont vraiment enseigner à les sourds et les aveugles en même temps. Je vais accélérer un petit peu. Éventuellement, il va avoir, dans le fond, les enseignements qu'ils vont donner, ça va être autant la méthode orale que la méthode, le braille, des classes. Ils vont enseigner le français, l'anglais, l'art, la religion, l'éducation physique, mais aussi les travaux domestiques, la couture, l'entretien ménager. Donc, le but, c'est aussi de pas garder les sœurs, les étudiantes dans l'institution. On veut qu'ils soient, qu'ils puissent sortir de l'institution puis qu'ils aient une vie tout à fait normale. Donc, le but, c'est pas juste de leur montrer comment lire le braille, c'est vraiment au-delà de ça. Parce que c'est ça, j'avais un peu dans la tête que c'était comme un pensionnat puis qu'ils allaient rester là. Puis... Ouais, mais il y a certaines étudiantes qui vont vouloir devenir sœurs et que là, ils vont créer une autre congrégation de sœurs sourdes, par exemple. Ça va être les petites sœurs de la congrégation Notre-Dame des Sept Douleurs. Et ça va être principalement des sœurs qui vont être issues de la communauté sourde. Mais sinon, le but en faisant l'éducation, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes pour qu'ils sortent de l'institution puis que ce soit juste une école au final. Et donc, évidemment, ça finit pas bien toute cette histoire-là. Dans les années 60 et 70, on repense complètement le monde de l'éducation. Il n'y a pas de surprise ici. Et en fait, en faisant l'étatisation de plein de services, l'Institut des sourdes muettes perd un peu sa vocation. Le volet enseignement va être transféré à la CECM, qui est la Commission des écoles catholiques de Montréal. Et dans le fond, le volet résidence se termine aussi du même coup. Les sœurs vont quitter l'Institut en 1978 vers leur établissement de Cartierville où elle va se consacrer aux œuvres, encore une fois, pour les personnes âgées et seules, qui étaient les vocations principales des Sœurs de la Providence. Mais elles vont continuer à desservir aussi les personnes de la communauté sourde. À ce moment-là, le gouvernement va acquérir le bâtiment et va installer l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal qui, eux, ont quitté en 2015. Et dans la partie plutôt moderne que je parlais tantôt, il y a eu l'Institut Raymond Dewar qui était un centre de réadaptation pour les personnes sourdes. Mais cet institut-là a aussi quitté cette année. Donc, en fait, en ce moment, le gros complexe est vide, sauf un petit CPE qui accueille une centaine d'enfants. Donc, en ce moment, que faire avec ce gros bâtiment-là? Et la pétition dont je parlais tantôt, le but, en fait, c'est d'en faire des logements sociaux, de garder une vocation de services communautaires sociaux pour des organismes et de garder aussi une partie du bâtiment pour des services et des activités pour et par la communauté sourde. Donc, tout à fait logique. Ça permettrait de garder cette idée-là de communautaire, de société, mais aussi pour la communauté sourde. Donc, je pensais peut-être mettre le lien de la pétition sur notre page Facebook si ça vous intéresse. Voilà. Wow. On va aller signer ça. Avec entrain. Avec entrain. Merci beaucoup. Ce bâtiment-là vient d'avoir toute une autre... Ouais. Puis en fait, ça permettrait, là, en ce moment, c'est le gouvernement du Québec qui l'a, mais ils veulent le céder à la Ville de Montréal. Mais la Ville de Montréal est un peu prise parce que s'ils le prennent, ils sont obligés de le rénover. De l'entretenir. Et il est quand même patrimonial. Et donc, le financement, le patrimoine, c'est lié. Puis la question de temps embarque aussi là-dedans, parce que quand il n'y a pas d'entretien... c'est ça. Quand il est laissé à la banque, quand il est vacant, ouais, c'est ça. Ça peut aller vite. Donc, faut réagir bientôt. OK. Ben là, on va aller signer ça. Signer la pétition. C'est pétition qui change le monde. Hein? Merci beaucoup, Amélie. C'était un grand plaisir. Dernière chronique de l'été? Oui. De l'année? Oui. Yahoo! On se revoit peut-être au printemps. Non, à l'automne. À l'automne, ouais. OK. Bye tout le monde. À une prochaine saison. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre émission d'Histoire de passer le temps aujourd'hui. J'aimerais remercier mes chroniqueuses et chroniqueurs d'aujourd'hui. Sabrina Gaudreau-Drouin, merci. Merci à toi. Merci Charles Bénard. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci Amélie Roy-Bergeron. Merci à toi Valérie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Ariane aussi d'avoir orchestré tout ça derrière la vitrine. C'est un plaisir. Tout le monde a eu du fun. Merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine.